quand t'es là, t'en oublies presque que t'es en Ukraine et que le pays est en guerre. Et c'est les personnes qui sont là-bas, ils font « Arman, t'as vu aujourd'hui quand même ?» Et toi, t'étais là, t'as filmé le truc, mais ça te paraît moins impressionnant que pour les gens qui le voient en image. Que ce soit un photographe ou que ce soit un vidéaste, tu peux pas décrire les choses. Le mec texte peut le faire. Tu peux sortir ta plume et faire des choses énormes avec ta plume. Mais si en vidéo, t'as pas ton image, si t'as pas ton son, qu'est-ce que tu vas envoyer, tu vois? Hier après-midi, Arman Soldin a été tué par la Russie avec une frappe de roquette Grad. Arman documentait le travail des soldats ukrainiens dans le village de Tchassiv Yar, près de Bakhmout, une zone très dangereuse qu'il connaissait parfaitement. Arman Soldin accomplissait son métier, sa passion. Il est tombé parce qu'il croyait que le devoir d'informer ne doit reculer devant rien. Il y a le début d'une guerre en Europe, une guerre un peu à l'ancienne avec une histoire d'invasion ou autre. C'est un truc générationnel de ouf, qui a une résonance extraordinaire. Enfin, là, c'est très, très personnel, mais t'as un petit sentiment de fierté de pouvoir être appelé pour aller couvrir un truc pareil. Mais genre, c'est ça qui me passe par la tête. Et bizarrement, moi, j'ai un énorme sourire, dans le sens en mode, je suis excité, quoi. Puis moi, je voulais y aller. Ligne de fuite, Arman Soldin, reporter de guerre, dans l'adrénaline et la peur. Un documentaire de Tatiana Benamou, d'après une idée originale de Martin Bachol. Réalisé par Charlie Marcelet pour le podcast Profil sur Arte Radio. J'ai rencontré Arman Soldin en avril 2023. À l'époque, je cherchais à approcher des journalistes pour parler avec eux de la question du risque, des limites, de l'adrénaline, de l'addiction. Arman a tout de suite accepté. Il avait très envie de me raconter son parcours. Et pendant plus de 3 heures, il m'a raconté sa vie, ses états d'âme, sa passion pour son métier. Sans filtre et avec humour. Et 3 semaines plus tard, j'apprends qu'il est mort. Tué par une roquette russe en Ukraine. Après, j'en ai parlé avec sa famille et on a décidé de partager son témoignage. Je suis né en 91, donc juste 1 an avant le début de la guerre en Bosnie. Donc je suis né dans une famille musulmane de Bosnie, donc une famille bosniaque. On a préféré quitter le pays dès qu'on a pu. Donc je suis arrivé tout seul avec ma mère à 1 an, en France. Mon père est journaliste et producteur de cinéma et j'ai jamais vraiment réussi à tuer le père. J'ai tout fait pour ne pas faire journalisme, j'ai même fait une école de médecine, etc. Et donc je suis rentré à Sarajevo pour justement voir mon père, qui était un peu malade à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait 1 an de production audiovisuelle à Sarajevo pour apprendre un peu à manier la caméra, à voir un peu comment ça se ficelle un peu les films documentaires, etc. Et après, je me suis dit, vas-y, je pars de Bosnie, je vais faire un master vite fait en France. Donc j'ai trouvé ce petit cursus qui s'appelle Nouvelle pratique journalistique. C'est assez extraordinaire comme nom. C'est très prétentieux aussi. Donc j'ai fait ça et il y avait un stage obligatoire de 5 mois à l'étranger. Donc je sais pas comment je me retrouve dans un échange de mails de l'AFP qui me disent « Ah, Arman, tu parles italien ?» Moi j'avais fait 2 ans d'italien. Je fais « Oui, oui, bien sûr. » Ils me font « Tu sais tourner ?» Je fais « Oui, oui. » Ils font « Bah on a peut-être un truc à te proposer, mais c'est à Rome et ce serait 5 mois. » 3 mois plus tard, je me suis retrouvé en Italie. C'était malheureusement aussi l'été des grands naufrages en Méditerranée. Et je me lève, je me rappelle, je sais pas, à 9h du matin, et je vois une alerte, on craint un grand naufrage, 500 à 800 personnes à bord. Et je fais wow et tout. Bref, je fais, vas-y, je vais appeler mon boss quand même. Il me dit, non mais Arman, t'es stagiaire, t'es fou, quoi. Et donc moi, je continue, il faisait beau, Rome, tout ça, nanana. Et il me rappelle, 2 heures plus tard, il fait, Arman, j'ai appelé tout le monde, à Milan, à Venise, tous les pigistes, personne n'est dispo. Bon, t'as un vol tout à l'heure à 14h, tu vas à Lampedusa. Au beau milieu de la mer, des femmes et des hommes à la dérive. Ces images sont celles des gardes-côtes italiens. Ils m'ont dit que quand ils ont vu les lumières de Lampedusa, tout près, tout le monde s'est levé et est allé d'un côté du bateau. À ce moment-là, il y a eu un problème avec les moteurs et ensuite le bateau a chaviré. Malgré cette tragédie, les migrants vont continuer de tenter leur chance, tenter la traversée. Depuis le début de l'année, ils sont 22 000 à être arrivés sur les côtes sud de l'Italie.
Au moment où mon boss me dit « Herman, ton avion est dans 2 heures », pour moi, ça reste encore virtuel, le fait qu'il y ait des gens morts. L'alerte, on craint 800 morts et tout, elle est loin encore. Pour moi, je suis d'abord dans la première étape très personnelle, très émotionnelle. Tu vois, j'étais en mode « Putain, c'est dingue, c'est une dinguerie ce qui arrive ». Tu pars à Lampedusa, tu pars en voyage, tu pars en mission, t'es excité comme jamais, c'est le meilleur moment de ta life. C'est horrible à dire, mais on te fait confiance à toi pour y aller et pour collecter ces informations. Je ne vois pas encore tout ce qui va suivre, en fait. Donc je débarque à Lampedusa. Je suis là dans la chambre d'hôtel, je me rappelle, alors qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y a personne pour me prendre la main. Donc en fait, j'étais dans un état d'adrénaline, mais perdu, tu vois. C'était vraiment la galère ultime. Surtout quand tu n'as pas l'expérience de tout ça. Et je me rappelle toute ma vie, Abdelnadjib à 12 ans. Premier mot d'un premier sujet que j'ai jamais écrit, Abdelnadjib à 12 ans. Et en fait, fallait aller donc dans un centre d'accueil. Et on est au grillage. Et là, en fait, je vois plein de mains qui sortent du grillage. Plein d'enfants, plein de jeunes, des moins jeunes. Dans un état plutôt lamentable. Et nous, on cherche du coup des mecs qui parlent français. Et évidemment, il y a énormément de francophones du coup, qui sont arrivés. Et donc, on tombe sur ce petit garçon, Abdelnadjib. C'est vraiment un tout petit gars. Hein. Et du coup, il me fait « Vas-y, une clope et tout ». Ils demandent tous des clopes et un téléphone. Je comprends pas trop, tu vois. Il me dit « Faut que j'appelle ma mère pour lui dire que je suis en vie ». Wow, ok. En fait, là, on parle d'un mec qui a fait la traversée de la Méditerranée. Et sa mère ne sait même pas s'il est vivant. Et là, il sort un tout petit bout de papier, tout mouillé, tout fripé. Et tu sais, il le déplie, mais avec une attention, une précision, genre assez dingo. Et dessus, t'as 2 numéros de téléphone. 2 numéros de téléphone, mais genre avec 50 chiffres. J'exagère, mais vraiment, genre avec un nombre de chiffres incalculable. Les chiffres sont un peu délavés, tout ça. Et il me dit, ouais, ma mère est dans un centre, mon père est dans un autre. Tu vois, il a rien, le mec. Il a rien sur lui, il a aucune affaire, rien du tout. Et c'est le seul lien qu'il a avec sa famille. En fait, sa mère l'a confié à une bande d'amis. Il a traversé je sais pas combien de pays pour arriver jusqu'à la Libye. Et de la Libye, il a pris le bateau tout seul. Mais tu sais, tout seul. Tu vois pas à première vue tout le chemin parcouru derrière lui, quoi. Et je dis, est-ce que je peux filmer? Et donc, il faut se sentir droit dans ses bottes et leur être utile. Enfin, il faut en être vraiment convaincu pour sortir la caméra. Parce que si c'est pour faire un truc voyeur, tu te sentiras mal, automatiquement. Il me dit, oui, non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci et tout. Il appelle sa mère, et en fait, tu sais, ça grésille et tout, et sa mère est dans un centre de réfugiés au Kenya, et son père dans un autre pays, tu vois. Moi, j'étais là, en mode derrière mon truc, je fais, putain, et tout. Genre, l'attente, tu vois, ça répond pas et tout, je suis là, what the fuck. Et là, il entend pour la première fois la voix de sa mère, et sa mère entend, et il dit, il rigole avec elle. Moi, j'étais en mode, je me suis attaché à Abdelnadjib, son histoire émouvante, tout ça. Donc, le moindre des choses, c'est de passer un peu de temps avec lui, de voir si jamais tu peux l'aider de quelconque manière, tu vois. Je dis à mon collègue, on va aller manger avec eux, non? Enfin, ils doivent manger 3 fois rien là-dedans. Et, tu sais, et il me rappelle, c'est Giovanni, mon collègue, qui me dit, ouais, bien sûr. Et lui, en fait, il avait aucun souci avec ça. Après, j'en avais discuté avec d'autres, tu vois, qui se mettaient une limite ou un truc, ou j'en sais rien, tu vois. Moi, en plus, je connaissais pas les règles. Tu vois, à quel moment est-ce qu'on passe de l'autre côté du miroir, j'en sais rien, de l'écran et tout. Bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, Herman, bah là, t'es utile. Je me suis dit, en fait, c'est ça. En fait, moi, j'ai envie de raconter les histoires des gens qui sont en souffrance. Pour moi, le journalisme, c'est ça. Meilleure expérience de ma life. Enfin, je veux dire, de très, 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 très loin. Certes, j'étais cassé en deux, mais là, ils peuvent m'envoyer où ils veulent, quand ils veulent, et ils savent que ça tiendra à peu près la route. C'est un peu aussi une drogue dans le sens en mode l'adrénaline, l'excitation, le fait d'être là où ça se passe. Tu vois, tu peux rajouter aussi le côté parfois dangereux des choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé pour l'AFP. On m'a recruté après ce stage en Italie. Petit à petit, j'ai rentré un peu dans la routine un peu plan-plan, de la couverture un peu hard news et tout. Et arrivent les tensions avec l'Ukraine. La majorité des gens pensaient qu'il n'y aurait rien. On pensait que les Américains exagéraient, tout ça. Et à un moment, moi, j'appelle mon boss, je dis, en fait, moi, je suis super chaud, même s'il n'y a pas de conflit ni rien, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Et il me dit, oui, tu vois. Et en fait, il me met encore en bas du panier, parce que techniquement, je suis encore un peu jeune par rapport aux autres. Et les tensions montaient de plus en plus, tu vois. Et moi, je dis à mon boss, mec, envoyez-moi, tu sais. Enfin, pourquoi attendre vendredi? Là, on est lundi ou mardi. Envoyez-moi tout de suite, tu vois.
En même temps, nous n'avons pas l'intention d'occuper l'Ukraine. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais le ton martial est sans ambiguïté. Et en fin de discours, le président russe menace tous ceux qui souhaiteraient s'opposer à ces manœuvres. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire. Je pense que quand j'étais petit, je fantasmais le fait, tu vois, d'être envoyé dans un pays comme ça, avec une équipe, et faire ça. Il faut dire que l'AFP a les moyens, dans le sens en mode, tu vas travailler avec donc, des fixeurs, des chauffeurs, ils vont prendre soin de toi, t'as pas tout le côté logistique à gérer. Enfin là, pour le coup, je suis plus un petit stagiaire. Tu sais, c'est plus en mode Arman, tu vas à Lampedusa, c'est en mode Arman, là tu vas en Ukraine, donc en fait, tout est géré déjà. Je vais être avec un photographe, avec un journaliste texte, tous plus expérimentés que moi, beaucoup plus expérimentés que moi, qui ont déjà connu l'Ukraine en 2014. Je suis en mode éponge. Je prends pas de notes, mais tout est là. C'est un jargon, quoi. C'est en mode, tu sais, la guerre te parle. Donc, en fait, tu sais la distance, tu sais à peu près où c'est, tu sais quel type d'arme, tu sais, tu vois. Ça, c'est une bombe qui part d'ici. Tu vois, outgoing, incoming. Et tout ça, j'ai appris grâce à ces mecs-là. La peur, pour l'instant, disons que je la sens pas. Après, il y a des petits trucs qui vont commencer à changer un peu dans ma tête. Tous les gens qui vont m'appeler le soir, ma mère, quasi en larmes, en train de dire « Herman, je t'ai pas sorti des bombes de Sarajevo pour que t'ailles te foutre sous les bombes à Kiev, quoi. » Donc mon père aussi, qui s'est retrouvé journaliste de guerre de facto à cause de la guerre en Bosnie, je pensais avoir un peu plus de soutien de son côté, mais en fait, lui, il était aussi effondré. Il fait « Mais Herman, qu'est-ce que tu fous là ?» Mais en fait, c'est très même égoïste, mais c'est important pour moi de me sentir bien. Et quand je suis ici, moi, je me sens bien. Quand je vois des petites images, tu sais, dans le groupe famille, c'est des photos de moi avec des petits chats. Parce que le but, c'est pas de jeter à la gueule « Oh, j'ai failli mourir !» Parce que même moi, je me sens pas à l'aise avec ça. Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. À Dnipro, Soumy, Mariupol et même Kharkiv, à 300 km du Donbass. Partout, des explosions retentissent. Les Ukrainiens sont sous le feu des bombardements russes. Mon premier voyage en Ukraine, c'était 3 semaines à Kiev, Boutcha et Irpin, donc c'était dans la capitale. La deuxième fois que je vais y aller, ça va être dans le Donbass. Et dans le Donbass, c'est la guerre depuis 2014, c'est la vraie guerre. C'est pas seulement la guerre, on va dire, on bombarde et tout, c'est genre en mode les tranchées, tout ce qui va avec. Et donc on arrive là-bas, à un moment, on a pris une journée de reportage, donc on passe beaucoup de temps dans la voiture. On fait que de la voiture tout le temps, vraiment c'est notre meilleur ami la voiture, quoi. Et donc c'était une journée comme ça, un peu au coucher de soleil, fin de journée, nanana, et moi à ce moment-là, j'étais assis à l'arrière. Et je vois un truc voler au loin, comme ça. Mais tu sais, une sorte d'ombre qui vole dans le ciel. Et il faut dire qu'ici, on ne voit jamais d'avion. En fait, les avions, à cause des défenses antiaériennes, tu les vois vraiment dans les endroits où il ne faut pas que tu sois. C'est-à-dire que tu es vraiment au front, parce qu'en fait, ils arrivent, ils lâchent leurs bombes, ils lâchent leur leurre, et ils se barrent. Donc en fait, ils sont jamais visibles, en fait, parce que voilà, c'est très stratégique. Tu sais, c'était vraiment au loin, un tout petit trait comme ça qui vole. On regarde un peu et on voit le petit trait qui devient de plus en plus grand, au loin, et qui vient vers nous, tu vois. On ne sait même pas si c'est russe, si c'est ukrainien. Et en fait, ça va super méga vite, et ça vole super méga bas. Ça arrive de plus en plus proche. Et nous, on est donc sur la route, on est là, on est paniqué, on ne sait pas quoi faire, on se jette dans les ravins. Et là, le truc nous survole. Quand je te dis des vibrations. Mais tu vois, moi, je sors vite fait mon portable, j'essaie de filmer, ma main, elle vibre, elle tremble. Et donc, ils lâchent leur leurre, les champs commencent à brûler aux alentours. On fait, vas-y, on se casse. Et on se casse. On se casse à fond les ballons. Tu sais, un peu comme dans les films, tu fermes les yeux, t'es en mode, y a rien. C'est bon, y a rien. J'ai putain, Arman, j'espère que t'as bien filmé, tu vois. Et genre, je vois ma main qui tremblote un peu, mais j'ai l'avion. Et là, je suis dans l'excitation de, vas-y, faut que je monte, faut que j'envoie. Que ce soit un photographe ou que ce soit un vidéaste, tu peux pas décrire les choses. Le mec texte peut le faire. Tu peux sortir ta plume et faire des choses énormes avec ta plume.
Mais si en vidéo, t'as pas ton image, si t'as pas ton son, qu'est-ce que tu vas envoyer, tu vois? T'es ici pour raconter des choses, donc il faut qu'il t'arrive des choses. Il faut que tu sois au plus proche des gens à qui ça arrive, ou il faut que tu sois là quand ça arrive. N'importe qui passerait cette journée-là et dirait « Mec, et tout, je me cache d'ici. » Mais tu vois, on est rentré excité. C'est un peu la limite aussi du truc, en mode jusqu'où tu vas prendre des risques. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que en fait, toi aussi, tu perds la boussole de ce qui en vaut la peine. Parce que toi, t'es obsédé par... T'as envie de montrer des trucs. La première fois que t'entends un truc qui peut te tuer, putain, c'est genre c'est terrorisant, c'est un son glaçant. On parle des sons parce que c'est vraiment le bruit de la guerre, c'est quelque chose de spécial et il faut s'y habituer en fait. Faut se dire que le danger vient tout le temps du ciel. Personne va te tirer dessus avec un AK-47, sauf... Ok, let's get the fuck out of here. Come on. Tout le monde meurt d'obus. We go. Yeah? We stay here? Yeah. How do we get in? How? Donc en fait, t'es dans un état d'alerte constant. Fucking hell. La nuit, au début à Kiev, on dort tout habillé. Parce que si jamais il y a un bombardement, en fait, il faut sauter direct. Et c'est bête à dire, mais on dort tout habillé, prêt à bondir, quoi. Tu vois, au début aussi, moi j'étais... En fait, je me rendais pas compte, mais je dormais un peu moins bien. Je me levais à 5h du mat. Tu vois, des trucs que je faisais jamais. Les morts, on va dire... Il n'y a pas de contact avec ces gens-là. En fait, ils peuvent pas parler. Je peux pas ressentir leurs émotions. Je peux juste voir ce qui se passe. Mais j'ai pas eu la tristesse de ces personnes. J'étais triste parce que c'est horrible, des gens morts, évidemment. Mais moi, émotionnellement, c'est pas ce qui m'interpelle le plus. Tu vois, c'est plus les gens vivants. Les gens vivants, en fait, qui restent et qui savent rien, en fait, de ce qui se passe. Et les premières fois où tu vois des gens, des mamans avec des enfants et qui te demandent qu'est-ce qui se passe, ils sont les Russes, on va où? Et ils savent pas où ils vont, ils partent juste, ils savent pas s'ils vont revenir chez eux un jour, ils savent rien. Et toi, t'es là avec ta caméra encore, comme un clampin, tu sais. Le fait, tu vois, de mettre ta caméra et de regarder les trucs à travers l'objectif, je me disais, mais ça peut pas m'arriver à moi, je suis là pour informer. Ce côté un peu détaché derrière la caméra, truc, me mettait à distance, mais à une distance totalement imaginaire. Et tu construis ce petit truc dans ta tête, donc en fait, je suis intouchable. Tu sais, on se relayait toutes les 2 semaines. Pendant mes 2 semaines aussi, où je me coupe de l'Ukraine, j'essaie quand même de me détendre, tu vois. Genre, je rentre chez moi, mais j'ai envie d'être tranquille avec des gens que je sais qui je peux parler pépère. J'ai pas besoin d'être stressé, de jouer le mec qui va s'intéresser. Tu sais, t'as envie d'être totalement calme, au plat. Et il se passe le tremblement de terre en Turquie. 2 trucs que ça fait dans ma tête de journaliste. 1, putain, l'Ukraine n'est plus top news. Et 2, qu'est-ce que j'aimerais aller en Turquie là, tout de suite, maintenant. Ça doit être une dinguerie. Et encore une fois, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont 3 fois rien. Enfin, tu vois, t'as envie d'être au hotspot. Ici, je suis un peu en état de stress ultime. Pour rencontrer des gens, c'est pas si évident, mais bon, il y a cette côté l'intelligentsia journalistique internationale qui se réunit un peu, et ça boit un petit peu, tout ça, ça parle. Et ça, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est essentiel, en fait, parce que si t'avais pas ça, ce serait d'une tristesse de ouf. Tu sais, il n'y a personne là qui va faire ta maman, tu vois. Personne sera là à t'appeler tous les soirs pour te dire ça va. Genre, loin de là. On va t'envoyer des mails. On fait, mec, on a besoin de ça pour demain. Moi, au début, tout le monde disait, Arman, tu sais, du taf, tout le monde m'appelait tout le temps. Ça va. Maintenant, ça fait 1 an, les gens s'en foutent. Parfois, on envoie des vidéos choquantes, hein. On se dit, peut-être que mon red chef, qui regarde toutes les images, il va m'appeler ce soir. Parfois, il appelle, souvent, il n'appelle pas. Eux, ils s'habituent à ce qu'on envoie des trucs de plus en plus chauds. Donc, en fait, ils se disent, mais ça va, Arman, c'est tranquille. Et moi, je me dis, ça va, le risque, c'est tranquille. Moi, genre, j'ai un rapport totalement perverti face au risque, au danger, peut-être. Eux, ils ont un rapport perverti face aux images qu'on leur envoie. Même pour des trucs pas très choquants, ils devraient m'appeler de temps en temps. Parce que c'est pas évident, ce que tu vis. Arte Radio.com
Je voudrais remercier tout particulièrement Sven Soldin, le petit frère d'Arman, pour tous nos échanges et pour sa confiance.